Les funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui ne sont pas heureux pour autant, d'autres qui le sont et qui n'ont pas d'argent. Donc c'est un moyen parmi tant d'autres d'arriver à créer quelque chose pour se mettre en sécurité, parce que ça apporte quand même malgré tout de la sécurité. Mieux vaut en avoir que pas du tout, mais ça ne résout pas tous les problèmes du monde. Ça, il faut le savoir. Hotep, shalom, salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que la spéculation à Wall Street ou que l'algorithme sur les marchés financiers. Bienvenue dans votre émission désormais hebdomadaire, Les Funérailles des Tabous, l'émission qui, comme vous le savez, s'est donnée pour mission de répondre à l'injonction posée par Frantz Fanon, à savoir participer à la renaissance de la communauté afro par l'excellence. Autrement dit, très loin de la passivité, très loin de la victimisation. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter cette émission aux côtés de notre chevalier Saint-Georges de la réalisation, qui aussi sait faire œuvre de journalisme précis. Je vous présente Philippe. Bonjour, cher frère. Merci Herman, encore une fois de plus de me faire cette belle présentation. Et j'espère que cette émission, mais j'en suis sûr, va nous apprendre beaucoup de choses sur la thématique de l'enrichissement, l'entrepreneuriat et bien d'autres choses encore qui peuvent et qui pourront aider nos compatriotes et d'autres encore. Voilà. Ah, c'est une thématique plus que centrale, surtout si l'on en croit certaines citations selon laquelle qui contrôle l'argent contrôle le monde. Phrase que l'on doit à Larry Fink, le patron de BlackRock, le gourou sur Terre, certains voient en lui le président des présidents. Toujours est-il qu'on va essayer de se poser la question de savoir, ne prête-t-on seulement aux riches? Si oui, par richesse, qu'est-ce que l'on entend? Pour traiter ces questions et bien d'autres, j'ai la chance et l'honneur de vous présenter des personnes pointues dans leur domaine respectif et qui vont compléter et alimenter l'échange. Monsieur Mamadou Fall, soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de faire partie de ce magnifique plateau. Et comme l'a dit Philippe, on aura l'occasion effectivement de rentrer un peu plus dans le détail pour donner à vos auditeurs les clés du succès, notamment dans l'investissement. Bien, merci. Monsieur Brahima Sissoko. Merci également. Merci d'avoir fait appel à moi. Très honoré et enchanté de pouvoir participer à cette émission. Et puis, je pourrais partager un peu mes retours d'expérience. Très bien, qui sont, on le sait, assez phénoménaux. Et enfin, Laura. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, c'est un honneur d'être ici aujourd'hui pour parler justement d'un sujet qui pourra aider, en tout cas je le souhaite, tout le peuple afro-caribéen et pour pouvoir justement créer de la richesse, parce que ça se crée. Très bien. Alors, commencez par une question basique. Pour vous, qu'est-ce que l'argent? Bon, moi je suis banquier, donc mon domaine c'est un peu l'argent. C'est un moyen pour réaliser des objectifs. Après, ce que j'ai compris de mon expérience, c'est que ce n'est pas une fin en soi, parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent et qui ne sont pas heureux pour autant, d'autres qui le sont et qui n'ont pas d'argent. Donc, c'est un moyen parmi tant d'autres d'arriver à créer quelque chose pour se mettre en sécurité, parce que ça apporte quand même malgré tout de la sécurité. Mieux vaut en avoir que pas du tout, mais ça ne résout pas tous les problèmes du monde. Ça, il faut le savoir. Mais mieux vaut en avoir. Donc un instrument. C'est un instrument. Pour moi, c'est un outil. C'est un outil basé sur la confiance. L'argent n'existe pas. C'est un mythe. C'est l'homme qui l'a créé pour pouvoir justement échanger des choses. Et que ce soit auparavant quand on utilisait des coquillages, que ce soit aujourd'hui des morceaux de papier, c'est la même chose. C'est basé uniquement sur la confiance et sur la confiance que l'autre a de ce fameux argent. À l'égard d'une institution qui garantit sa valeur. Exactement. Exactement. Donc pour moi, pareil, je rejoindrais ce qui a été dit. Donc c'est un outil qui va vraiment favoriser justement les transactions et c'est l'homme qui va créer justement sa valeur parce que ça n'aura pas la même valeur déjà d'un pays à une autre au niveau de la valeur monétaire. Et c'est vraiment quelque chose, comme on dit, il vaut mieux en avoir. On entend souvent une phrase qui dit oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça va quand même y contribuer. Il ne faut pas être hypocrite. Et ça permet justement de pouvoir vivre, du moins avoir un niveau de vie qualitatif. Plus on en a, mieux on pourra vivre
au quotidien, en fait. D'accord. Mais c'est vraiment un outil qui va favoriser, permettre des transactions entre les individus. Bon, manifestement, Pour moi, c'est ça. vous vous accordez à peu près sur la définition. On va rentrer un peu plus de manière concrète dans le sujet. Avec Ibrahima Sissoko, son parcours assez atypique. Quel est ton regard, toi, sur la fameuse citation « On ne prête qu'aux riches » ? Est-ce que tu la valides ou pas ? J'avais totalement. Parce qu'effectivement, on ne me prêtait pas d'argent. En tout cas, on ne voulait pas m'en prêter tant que je ne ramenais pas un certain nombre de garanties. Donc, il a fallu, pareil, mettre en place tout un système de confiance basé sur des étapes de succès pour qu'on se dise, OK, maintenant, on peut lui faire confiance parce qu'on le considère comme, entre parenthèses, riche. Riche, pas forcément d'argent, mais riche de moyens, riche de personnes, riche de patrimoine. Et moi, je rejoins totalement cette phrase-là pour dire que les banques ne prêtent qu'aux riches. D'accord. Alors, avant de céder la parole à nos autres camarades, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton parcours ? Parce qu'il y a plusieurs étapes, manifestement. Oui, pas mal d'étapes. À la base, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, dans ma famille, beaucoup d'entrepreneurs. Donc, j'ai appris avec eux. J'ai appris avec eux. Mon oncle était commerçant, un grand commerçant en Afrique, mais il vivait à l'époque en Thaïlande, puis après en Chine. Et moi, j'ai rejoint, j'avais à peu près 21, 22 ans, je suis resté 18 mois avec lui, 14 à 18 mois, et c'est de lui que j'ai appris. En revenant en France... Et tu as appris quoi, au juste ? Qu'est-ce que tu as retenu ? Qu'est-ce que j'ai retenu ? J'ai retenu comment constituer un socle de richesse. Et en fait, lui disait toujours que c'est pas l'argent qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait l'argent. Donc, autour de lui, il a mis en place un système où en fait, il ramenait à chaque fois des cousins, des neveux. Il les faisait monter en compétence sur ce qu'ils faisaient. Et après, à chaque fois, il leur donnait de l'argent pour pouvoir réinvestir. Et tout le monde s'approvisionnait chez lui. Donc à la fin, quand moi j'ai quitté, c'était aux alentours de 2004, il avait à peu près une trentaine d'employés. Et il y avait 18 personnes de la famille qui travaillaient avec lui. D'accord, donc le socle, c'est la famille. Le socle, pour lui, c'était la famille. Très bien. Après, moi, je voyais un peu les choses différemment, mais le socle, c'était la famille. Et donc ensuite, le socle ? Ensuite, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, je suis rentré en France. J'ai travaillé pour un opérateur téléphonique. Je me suis intéressé au développement, donc j'ai fait une reconversion professionnelle dans le domaine de l'informatique. J'ai obtenu un diplôme, je suis devenu consultant, salarié. Après, j'ai voulu devenir consultant indépendant, donc facturé. Et là, je me rends compte qu'il y a un flot d'opportunités gigantesques. Je me dis, bon, pourquoi pas commencer à créer une première entreprise de services numériques. C'est ce que j'ai fait. Ça a commencé à fonctionner. À côté de ça, j'ai créé une boîte de portage salarial. Ça a Tu fonctionné. étais seul ou en groupe, déjà en famille ? Pas tout de suite. Ok. Pas tout de suite. Là, de par mes différentes expériences, je me suis rendu compte que si jamais, pareil, je voulais installer la confiance, il fallait que j'y aille seul. Et à partir du moment où j'aurais réussi les premières étapes, à ce moment-là, je pourrais commencer à m'entourer de personnes de plus en plus compétentes. Donc, c'est vraiment au bout de la troisième structure que là, je me suis dit, là, il va falloir que maintenant, je m'entoure de personnes compétentes. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé de créer un écosystème. Aujourd'hui, je suis à la tête d'un écosystème composé de 33 sociétés en Europe. Combien ? 33. Félicitations. Merci. 33 sociétés en... Dit-il humblement. 33 sociétés, comme si tu parlais de gâteaux. entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Et donc, ça marche plutôt bien. D'accord. Et aujourd'hui, en fait, j'ai la chance d'avoir des associés qui gèrent quasiment tout. Donc, on va dire, ne serait-ce que pour la partie stratégie, vision, je suis encore consulté, mais la plupart du temps, c'est eux qui font tout. Et moi, je m'occupe maintenant plus d'accompagnement de start-up, plutôt d'opérateurs économiques ou de start-up, dans le domaine de la transition énergétique et écologique et des porteurs de projets de la diversité. Voilà ma thèse d'investissement. J'ai rencontré Ibrahima Sissoko sur un projet qui était pour moi pharaonique, sur la première voiture à hydrogène, à recharge à hydrogène. Donc, j'avais été filmé pour lui au salon de l'automobile et j'étais très fier de voir tous ces gens de la diversité qui avaient... Après, la surface, c'est juste pour donner un chiffre, 450 mètres carrés de place dans le salon de l'automobile. Autant dire que on a de l'importance et la voiture s'appelle NameX. Et je trouve que voilà, ces projets, ce sont des projets pharaoniques d'envergure où on se dit, on ose même y penser, mais pourtant, on peut le faire et il en est l'image incarnée. Et peut-on dire que tu es, avant de céder la parole à Laura, que tu es l'incarnation, que l'excellence, la compétence fait tomber la barrière raciale? Que j'en suis un des représentants, parmi d'autres représentants, peut-être, oui. Et que
Aujourd'hui, le seul moyen qu'on a, le seul levier qu'on a, c'est, comme je dirais, comme dit Fawzia Nadjar et comme je le dis, et comme d'autres le disent, c'est l'excellence ou rien. Quand on veut aller à ce niveau-là, on ne peut pas y aller à moitié. Donc, soit on y va, et là, si on y va, on cherche l'excellence, comme ce qu'on a fait, on a cherché Pininfarina, le meilleur designer au monde. On a cherché les meilleures banques d'affaires de la place de marché, on a cherché les Big Five, ou soit on n'y va pas, et peut-être que si on n'y va pas, on pourra accompagner d'autres qui vont y aller. Il est important, je pense que en termes de raisonnement, qu'on décide ensemble de se mettre en file indienne pour pousser un porteur de projet. Moi, c'est ce que je fais assez souvent, et c'est comme ça que je fédère les équipes. Pour donner un ordre d'idée, ça représente combien de chiffre d'affaires un projet comme le projet NEM-X, cette voiture à l'hydrogène? Ça dépend, 2030, 2035. C'est-à-dire? Ça dépend, enfin, en termes de prévisionnel, en termes de chiffre d'affaires, on part sur quoi, 2030? Non, mais même un projet d'investissement Oui. déjà. Ah, Premier investissement. D'investissement, on a levé 1,5 million. Oui. On a levé 1,5 million. Ouais, c'est 1 an. En fait, il faudrait lever, allez, 3 milliards d'euros. Il y a encore de la route. Il y a encore de la marge. Ouais. Il y a encore de la route. Le chemin est long, non? Ça ne nous fait pas peur. Il n'y a pas de problématique quand on a un projet qui est structuré à lever de l'argent. La plupart du temps, les porteurs de projet, quand ils viennent me voir, ils me disent j'ai des problématiques financières. Je dis ok, quand on se met autour de la table, dans 95% des cas, ce ne sont pas des problématiques financières, ce sont des problématiques de structuration. Un pitch deck, un business plan, c'est bien, mais derrière, il faut qu'il y ait du contenu. Derrière, en fait, il faut analyser la chaîne de valeur. D'ailleurs, il faut comprendre si jamais c'est un produit, la partie approvisionnement, la partie logistique, savoir où est-ce qu'on va aller, et être capable, dans le cadre d'un projet qui va avoir une durée de 3, 5, 7, même 10 ans, de se dire, au bout d'un moment, on va faire de la stratégie verticale, c'est-à-dire augmentation du chiffre d'affaires, mais également horizontale, dans le sens où être capable de racheter des boîtes concomitantes, en aval ou en amont de la chaîne de valeur. Si vous me laissez parler, je vais... Non, mais Prenez vos cahiers, sortez un stylo, c'est parti. Pourquoi on te laisse parler, si je puis me permettre, même si effectivement on va céder la parole, c'est que là, tu viens de livrer ce que, un petit peu, notre raison d'être des funérailles, notamment. On ne se contente pas de mettre des tabous sur la table et d'agiter les pensées. On est loin d'1 million pour l'instant, je dois autant te le dire. C'est surtout en termes de transmission. Là, il vient de donner des clés. Enfin, on est très loin des discours victimaires, on est noir, on n'y arrivera pas, ça ne sert à rien, des discours simplistes. Là, tu as donné une méthodologie assez simple. Donc, j'espère que chacun et chacune a pris des bonnes notes. Et je te remercie. Et on viendra ensuite sur la question de la transmission. Est-ce que tu es engagé sur le terrain des formations, sur le terrain de l'écriture, notamment? Mais on va céder la parole. Oui. Qu'en est-il de ton parcours, s'il te plaît? Alors, par rapport à mon parcours, donc, pour répondre aussi à ta question tout à l'heure, est-ce que je pense qu'on ne prête qu'aux riches? Je dirais pas spécialement. C'est pas aux riches, mais aux personnes de confiance. Après, la richesse, aujourd'hui, c'est subjectif. Chacun aura un niveau de vie différent, va gagner justement un salaire différent. Il faut que le salaire puisse couvrir les charges. Et à partir de quand on s'estime riche, ça va dépendre vraiment de chacun. Tout le monde a à disposition justement l'argent. Tout le monde peut avoir justement un salaire. Après, c'est question d'intelligence financière, d'éducation financière et justement de stratégie pour donner confiance à la banque, du coup, qui va nous prêter. Enfin, dans mon cas, je vais revenir sur mon parcours après, mais c'était vraiment utiliser à bon escient mon CDI, le salaire que j'avais, qui n'était pas énorme, mais pour le mettre à profit et pour que ça puisse me servir pour créer ma richesse. C'est quoi pas énorme? C'est combien? J'avais 1 800 €. Non, mais c'est important que les gens le Oui, bon après, pareil, c'est subjectif. Pour moi, c'était pas énorme. Parce que... Non, mais on peut démarrer, ce que tu vas nous dire sur ton parcours, donc on peut démarrer avec 1 800 € et arriver où tu vas nous dire où tu es. Voilà. Donc pour mon parcours, je suis pas issue d'une famille riche, mais c'était plutôt une famille modeste. De base, moi, je suis infirmière puéricultrice. Donc, quand j'ai commencé l'investissement immobilier, j'étais directrice en crèche et donc je gagnais 1 800 € pour avoir beaucoup de responsabilités derrière. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est pas énorme en soi. J'étais fonctionnaire. Et quel a été le déclic? Le déclic, en fait, c'est que à la base, moi, j'étais dans la société en couple avec une maison, la réussite que tout le monde va prôner, c'est-à-dire acheter sa résidence principale, faire des enfants, avoir la famille, etc. Donc, j'avais acheté ma résidence principale avec mon conjoint de l'époque.
Et en fait, le déclic, c'était une séparation. Ça n'allait plus. En fait, j'avais carrément fait construire la maison. Et pour moi, je pensais que c'était la réussite, parce que oui, j'avais ma résidence principale, j'étais fonctionnaire, en poste, etc. Finalement, ça n'allait plus. Donc, séparation. À la séparation, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Parce que j'avais quand même mis beaucoup d'énergie dans cette construction. J'avais fait beaucoup de travaux, etc. Donc, je me suis dit, je vais racheter l'appart. Mais à cette époque, j'avais aucune notion d'éducation financière. Je savais juste que je mettais de côté parce que mes parents m'avaient transmis ça en m'ouvrant un livret A depuis l'âge le plus jeune, enfin dès que j'ai pu, etc. Donc je mettais de côté, mais sans savoir trop quoi en faire. Et en fait, quand j'ai voulu racheter la maison en me disant, c'était vraiment sentimental de me dire, je peux pas me détacher de cette maison, j'ai fait tout comme je voulais, la cuisine, la salle de bain, etc. Et en fait, au moment où moi quand je veux quelque chose, je vais droit au but, donc je suis partie à la banque. La banque me dit, voilà, si vous voulez racheter l'appart, il faut racheter donc la soult, ça coûte tant. Et là, je me rends compte qu'en fait, avec mon salaire, même si j'étais à un poste quand même bien placé dans la société, en tant que directrice de crèche, je me dis, en fait, je ne peux pas racheter toute seule, en tout cas, ça. Donc, mes proches, mes parents ont bien voulu me donner leur aide, en fait, pour me donner une partie que je devrais leur rendre après. Enfin, c'était un arrangement entre nous. Et d'un côté, je me disais, c'est un peu égoïste parce qu'ils vont bientôt être à la retraite, ils ont aussi besoin de leur argent. Je suis pas seule, on est 3 enfants. Enfin voilà, je me disais, c'est pas très bien, donc j'étais pas trop alignée avec ça. Et au moment où j'ai vu justement que la banquière me disait, non, mais il faut rajouter tant, et j'étais en incapacité de le faire seule, de m'assumer seule, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je trouve un moyen de faire de l'argent. Et je savais pas quel moyen en fait. Et à ce moment-là, et c'est pour ça que je dis toujours, le destin existe réellement, puisqu'en fait, ma grande sœur est venue. Moi, j'étais en haut, on va dire, j'avais la maison, la relation, tout, j'étais là. J'ai dégringolé en bas. J'étais vraiment en mode, je perds tout s'écroule, etc. Et en fait, j'ai été à la banque. Mes parents allaient m'aider, etc. J'ai reçu mes offres de prêt chez moi. Dans le délai de réflexion des 11 jours, c'était mon anniversaire. Et là, ma grande sœur, ma sœur aînée, elle vient. Elle me dit, j'ai un super cadeau pour toi. Et là, bim, elle m'offre un livre d'une valeur de 19,90 € sur l'investissement immobilier. Ouais, 19,90 €. C'est ce qui m'a permis d'arriver là aujourd'hui. Donc, elle m'offre ce livre. Quand je vois le livre, je dis, mais c'est quoi cette arnaque? Enfin, tout de suite, jugement, je vois, il y avait une couverture avec la tête de quelqu'un, le titre du livre, en gros, qui était « Adieu patron ». Je me dis, mais attends, c'est quoi cette arnaque, quoi? C'est une arnaque ou quoi? Elle dit, lis-le, tu verras. Donc, je commence à le lire. J'ai lu en 2 nuits, mais rapidement. Et en fait, quand je l'ai lu, là, j'ai pris conscience qu'en fait, en rachetant la résidence principale, j'allais m'endetter plus qu'autre chose et que ça allait être... J'ai distingué après la notion d'actif, passif qui n'était pas claire pour moi à l'instant ou même quand j'avais acheté ma maison, etc. Je ne savais pas. J'ai découvert aussi des stratégies qui étaient possibles. Et donc, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais est-ce que c'est vrai? La plupart des personnes, elles vont se poser la même question. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'était juste un livre que j'avais entre les mains contre la situation qui était réelle? J'avais la maison qui était palpable, qui était là. Donc, au bout d'un moment, j'ai dû faire un choix et de me dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais vers la maison, mais ce sera un gouffre financier? Ou est-ce que je pars vers un inconnu? Donc, c'est une prise de risque quelque part parce qu'on se dit, il faut prendre à un moment donné un risque. Il y a eu le déclic, ensuite la connaissance. Mais une fois qu'on a la connaissance, qu'est-ce qu'on en fait? C'est pour ça que je dis, il faut vraiment s'éduquer financièrement pour pouvoir mettre en place des actions qui donneront confiance pour que le banquier puisse prêter de l'argent. Et donc, j'ai voulu prendre le risque. Je me suis dit, allez, c'est bon, je laisse la maison. Je me forme. Donc, dès que j'ai découvert qu'il était possible, en tout cas à travers le livre, je me suis formée. Et au début, ça a commencé tout simplement en rejoignant un groupe sur les réseaux sociaux pour parler à des personnes. J'étais toujours dans le doute, parce qu'on prend quand même la décision, mais notre mental, le cerveau, il réfléchit toujours. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Donc, je posais la question aux personnes. Est-ce que vous pensez qu'il n'aurait pas fallu que je rachète plutôt ma maison, etc. Tous à l'unanimité, ils m'ont dit non, tu as bien fait. Il faut déjà d'une, ça te permet de tourner la page, et de deux, crée ta richesse. Et donc, c'est comme ça que je suis partie dans la formation. Donc, je me suis beaucoup formée. Et là, je parle de ça, on était en 2016, toute l'année 2016, jusqu'à aujourd'hui, mais je suis toujours immobilier. J'avais un seul objectif quand j'ai lu le livre, c'était remplacer mon salaire de 1 800 € par les rentes. Et donc, j'ai suivi des formations en immobilier. Et pas forcément avec une stratégie définie, mais c'était comment trouver un bien rentable qui rapporte de l'argent. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai commencé ensuite à chercher les projets. Mais par contre, quand je cherchais, je voyais qu'il n'y avait pas forcément de cash flow, comme on dit. Le cash flow, c'est ce qui va nous rester dans la poche une fois qu'on a payé toutes les charges, etc. J'ai tout cherché, des parkings, des T1, des T2.
sans stratégie définie. Et un jour, en fait, j'ai visité un bien qui avait un grand espace, un grand volume. Et là, comme j'ai une idée, je me suis dit, mais je vais couper, scinder la pièce en deux pour louer des chambres distinctes. Et c'est de là que j'ai choisi justement cette stratégie de colocation. Quand j'ai vu le calcul de rentabilité... Et tout ça toute seule? J'étais formée sur comment trouver un bien, mais après, oui, le reste, j'étais toute seule en visite. Comme on dit, il faut passer à l'action, démarrer pour après cogiter et trouver la stratégie qui nous correspond. Parce que souvent, les gens, ils font l'inverse. Ils vont vouloir tout parfait avant de démarrer, mais ça ne se passe pas comme ça. C'est vraiment passer à l'action pour enclencher. Et donc, toute seule, oui, en allant visiter un bien, je me suis dit, bon, je refais mes calculs de rentabilité. Si c'est rentable, j'y vais. J'ai demandé à l'agent immobilier à combien je pouvais négocier. Elle m'a dit 5 000 pas plus. J'ai dit, bon, allez, j'y vais. J'ai fait 5 000 pas plus parce que c'était déjà très intéressant. Et du coup, j'ai acheté mon premier bien en appliquant toutes les stratégies que j'avais acquises durant mes formations, etc. Et ça m'a permis d'investir sur un premier bien en colocation. Ensuite, j'ai dupliqué. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Aujourd'hui, j'en ai 6. Donc, j'ai vraiment... merci, c'est gentil. Donc, j'ai dupliqué cette stratégie qui m'a permis justement d'obtenir la sécurité financière que je recherchais. Et à la base, moi, je voulais investir donc, pour remplacer mon salaire. Donc, aujourd'hui, l'objectif est dépassé. Et c'était vraiment pour me constituer ce matelas de sécurité financière pour pouvoir avoir le choix, tout simplement, de travailler ou non, de vivre la vie que je souhaite et avoir cette liberté aussi grâce à ce matelas de sécurité. Si je retiens bien, l'apport familial l'un comme l'autre, soit par les conseils, soit par directement l'apport financier, plus la connaissance. Oui. Et ensuite, l'audace individuelle, croire en soi et y aller. C'est ça, exactement. Donc, l'autre côté du miroir, c'est intéressant d'avoir En fait, Laura vient de résumer mon livre. OK. Tout simplement. Parce qu'en fait, la question, les banques ne prêtent qu'aux riches. Là, je serais en désaccord avec Ibrahima. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le métier d'un banquier, c'est de gérer des risques. Donc aujourd'hui, si je viens t'emprunter de l'argent, que tu sais que Mamadou ne va jamais me rembourser, et que ça va mettre un terme à notre relation, tu ne vas jamais me prêter ton argent. Tu vas préférer me donner gratuitement plutôt que de me prêter. Je vais te donner un exemple très simple pourquoi les gens ont du mal à trouver des crédits. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société de consommation où on veut tous le dernier téléphone qui vient de sortir, la dernière voiture, etc. etc. Et tout ça financé par crédit. Donc, elle a noté la notion d'actif et de passif. Les gens passent leur temps à se créer des passifs au lieu de chercher des actifs. C'est quoi un passif? C'est quelque chose qui me coûte de l'argent et qui ne rapporte rien. Typiquement, c'est le cas d'une voiture qu'on achète, une voiture neuve. L'erreur que commettent les jeunes, il y a un jeune qui démarre dans la vie active, il a son premier salaire. Il veut passer tout de suite d'une voiture, quand il était étudiant, qui valait peut-être 4 ou 5 000, à une voiture neuve qui va coûter 25-30 000. 30 000 euros, c'est énorme. Ce qui fait que donc ce jeune-là va s'endetter pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans pour financer un bien qui va perdre entre 15 et 20% de sa valeur dès qu'on met un pied dedans. Et à cause de cette voiture, pendant toute cette période, on ne pourra pas financer le jeune pour acheter un appartement comme a fait Laura. C'est ça la réalité des banques. Et si on rajoute à cela, au moment de l'installation, on va acheter le canapé avec un paiement 4 fois ou 5 fois, le frigidaire, la machine à laver. Du coup, petit à petit, on se constitue des passifs. Mais tout cet argent-là, il faudra rembourser à un moment ou un autre. Ce qui fait que pendant toute cette période, on ne peut pas accompagner ces gens-là. Le but d'un banquier, c'est quoi? C'est de recruter de nouveaux clients. Le crédit immobilier, c'est un crédit qui fidélise. Pourquoi? Parce qu'en général, on fait sur du long terme. Aujourd'hui, quand on emprunte de l'argent, c'est entre 20 et 25 ans. 25 ans, c'est quand même lourd, c'est un quart de siècle. Et donc, la banque a quand même besoin de s'assurer que cette personne-là, dans les 25 années à venir, sera en mesure de me rembourser tous les mois un crédit. Parce que moi, en tant que banquier, j'ai des salaires à payer, j'ai des locaux à payer, j'ai de l'électricité à payer, etc. Une banque, c'est un commerce. Et forcément, si les gens empruntent et ne remboursent pas, je ferme boutique. Donc, les banques prêtent à tout le monde. Il faut juste que les jeunes qui démarrent dans la vie évitent ce type d'erreur. Tous ces petits crédits où on rembourse 20 euros par-ci, 50 euros par-là, au cumul. Parce qu'aujourd'hui,
il y a une réglementation qui interdit les banques d'aller au-delà de 35% de taux d'endettement. 35%, c'est quoi? Mais quand je fais le cumul de tous mes crédits, je ne dois pas dépasser 35% de mon salaire. Et aujourd'hui, un jeune qui démarre dans la vie, bah, s'il gagne 1 500 €, 2 000 €, c'est déjà pas mal. Hein? Donc, et 35% de 2 000 €, ben, on arrive vite au taux d'endettement. Il suffit d'avoir simplement une voiture et on est tout de suite, avec la mensualité du futur crédit, on est vite aux 35% de taux d'endettement. Et tu travailles en France? Je travaille en France, donc j'accompagne des clients qui sont riches. Et ce que je décris dans le livre, c'est justement pour déconstruire cette mentalité qui consiste à dire que je gagne que 1 800 € par mois, donc la banque ne va pas me prêter de l'argent. C'est complètement faux. Et est-ce que tu as observé une spécificité en termes de comportement propre à la communauté afro dans le rapport à l'argent? Alors, sincèrement, je vais pas stigmatiser. Hein. L'éducation financière, c'est la base de tout. Ce livre-là qui coûte moins de 20 € a changé la vie de Laura. Moi-même, j'en ai lu plein des livres parce que j'aime la lecture, je m'intéresse un peu à tout. Et c'est ce que je dis. Ce livre-là, aujourd'hui, il est sorti, ça fait 2 mois, je l'ai sorti au mois de juillet. J'ai au moins 20 à 30% de mes propres clients qui l'ont déjà lu. Certains me disent, Monsieur Fall, vous avez raconté ma vie. Parce qu'ils se reconnaissent complètement dans ce que je dis. Parce que c'est des gens qui sont issus de familles modestes, ils sont français, français de souche. Mais qui sont riches. Comment? Mais qui sont riches aujourd'hui. Qui sont riches aujourd'hui. Absolument. D'accord. Donc des gens qui sont partis de rien, qui année après année ont commencé à investir dans l'immobilier, dans la bourse, dans les assurances vie, le PA, etc., pour justement diversifier les sources de revenus. Ils n'ont pas eu de succession, ils n'ont pas eu de donation, et aujourd'hui, ils sont gérés en banque privée. Donc, ça veut dire qu'ils sont riches. Et donc, j'ai un client que j'ai eu il n'y a pas longtemps, il me dit la même chose. Monsieur Fall, quand j'ai lu votre livre, je me suis complètement retrouvé dans ce que vous racontez. Et toutes les stratégies que vous développez, c'est ça que j'ai fait pour en arriver là où j'en suis. Alors, Mamadou, je vais juste un peu nuancer. Je suis clairement d'accord avec toi, avec Laura, mais je revois encore ce reportage sur BFM qui montre à dossiers égaux, et je ne veux pas jouer la victime, mais à dossiers égaux, une personne blanche qui va demander le même prêt qu'une personne noire avec le même dossier qui arrive dans la même banque. L'un a un traitement limite de faveur, et à l'autre, je te laisse deviner lequel, on lui demande la méfiance. Bien plus encore qu'il ne faut pour le dossier, et limite on essaie de le dissuader. Je ne dis pas que tous sont comme ça, puisque j'ai aussi l'habitude, et je pense que parfois, il faut désacraliser la banque et le banquier, il faut juste voir que la personne qui est en face de toi, parfois il va te créer l'obstacle, parce que lui il se dit pourquoi lui il y arriverait, alors que moi je suis mon simple petit banquier qui reçoit les... Parce que parfois, toi tu es banquier d'affaires, c'est à un certain niveau, mais celui que moi par exemple je connais qui est au guichet, il n'a pas un poste important, et parfois il peut même faire des jalousies en disant non, je vais tout faire pour pas lui donner à lui. Donc est-ce que tu ne crois pas qu'il y a aussi même, pour revenir à ce que je disais, il y a un racisme dans le secteur bancaire qui font des distinctions entre un tel ou un tel, parce que vous dites que tout le monde peut y arriver, certes, mais il y a de mon expérience, ça fait des années, avant j'étais assureur, avant d'arriver dans la banque. De mon expérience, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais de mon expérience, je n'ai jamais vu à titre personnel. Moi, ce que j'ai vu, c'est des gens qui viennent pour demander un prêt, un crédit. On met les données dans le logiciel, ce qui fait que même aujourd'hui, parce que les banques utilisent des algorithmes qui permettent, par exemple, de voir combien de fois la personne a été à découvert dans le mois précédent ou dans l'année. Combien de fois il a versé des sommes, les salaires sont arrivés, combien de crédits partent, etc. Et du coup, donc, quand le conseiller rentre toutes ces informations dans la machine, on mouline, l'ordinateur dit oui, on suit, non, on ne suit pas. Parce que même ton conseiller, parfois, il n'est pas en mesure de te dire pourquoi ta demande de crédit a été refusée. Tout simplement parce que c'est l'ordinateur qui a pris la décision. Après, je ne dis pas que ça n'existe pas. Moi, c'est bien avant ça qu'on voit bien dans le reportage, c'est un reportage qui est sorti sur BFM. Oui. On voit que le banquier, à la base, il ne veut même pas mettre les chiffres dans l'ordinateur. Mais il ne fait même pas l'étape de vouloir rentrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que le banquier, c'est un être humain comme tout le monde.
Aujourd'hui, quand on va dans les banques, on a une belle représentation de la société de manière générale. Hein. Moi, je suis l'exemple type, je ne suis pas né en France, je suis sénégalais d'origine. Et si aujourd'hui je suis banquier privé dans ce milieu-là, ben c'est parce que les banques aussi, quand on se donne les moyens pour avancer, on nous fait avancer. Et dans toutes les agences où je vais, je vois effectivement des personnes de couleur. Et donc, ça montre que ça représente bien la société. Donc, les algorithmes sont des instruments de justice bancaire, si je comprends bien. En fait, parce que ça, c'est utilisé partout. Hein. Oui. Aujourd'hui, quand tu vas sur Amazon, que Amazon repère que chaque fois tu vas chercher des livres sur l'immobilier, Oui. régulièrement, ils vont t'envoyer des messages en te disant, je te propose d'acheter tes livres et ça va être dans l'immobilier. Donc, parce que l'algorithme est construit comme ça. D'accord. Du coup, étant donné que le métier de la banque, c'est d'abord de gérer un risque avant de sortir de l'argent, on va bien évidemment, ce que le conseiller faisait avant, en regardant ligne par ligne tes relevés de compte, voir tel crédit, tel crédit, tel crédit, aujourd'hui, effectivement, c'est un peu remplacé parce que ça facilite aussi le travail des conseillers. On met tout dans la machine, toutes les informations, et la machine fait son analyse. En fait, ça veut dire qu'on utilise un outil de scoring. Absolument, c'est un outil de scoring. C'est un outil de scoring. Donc, en fait, effectivement, on connaît bien Attention, parce que là, un outil de scoring, c'est un outil qui permet justement d'analyser des données sur un individu par rapport à des caractéristiques et un historique bancaire qu'il a pour déterminer une note, c'est une notation, Exactement. où on va pouvoir lui dire il a droit à tel ou tel service ou tel prêt, des catégories de produits financiers. Absolument. c'est bon de le savoir, comme ça Oui. permet de sortir Mais de cette croyance selon laquelle, par réputation, certains partiraient. Absolument. C'est pour ça que j'ai longuement insisté dans le livre, dans toute la première partie du livre, c'est sur le mindset. Déjà, Voilà. se déconstruire nous-mêmes en nous disant, en enlevant justement toutes ces barrières qui nous empêchent en se disant, je viens de telle ou telle origine, donc je ne peux pas réussir. C'est complètement faux. Ok. C'est complètement faux. Et donc ça, il faut déconstruire. Mais pourtant, on l'a vu, là ce que je vous dis, c'est qu'on l'a constaté. Il y a dans certains domaines, je ne dis pas que c'est généralisé, Ça peut il ne exister. faut pas non plus idéaliser, il ne faut pas non plus idéaliser ça. Je pense que ça existe, Non, mais qu'il y a ça certaines banques. peut Moi, exister, que dans certains domaines, on a du mal à entrer parce qu'on a telle ou telle origine, qu'on a du mal à avoir telle ou telle chose. Mais du moment où l'immense majorité des gens se mettent dans la tête que parce que je suis telle ou telle chose, je ne peux pas, c'est ça qu'il faut déconstruire. Et malgré ça, on peut effectivement avoir des barrières. Moi, j'ai déjà eu dans ma carrière des clients, des Français, à qui on a refusé un crédit, qui sont fâchés, qui ont fermé leur compte pour aller dans une autre banque. Et pourtant, c'était des Français. Pourquoi on n'a pas suivi? Parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions. Donc, si on veut, effectivement, quelle que soit notre origine, notre religion, notre âge, etc., nous constituer quelque chose, il faut déjà qu'on s'éduque mentalement en nous disant « je peux réussir comme tout le monde », parce que quoi qu'on dise, qu'on soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, il y a des Noirs qui réussissent dans tous les domaines, il y a des Arabes, il y a des Chinois, il y a des Blancs, il y en a dans tous les domaines. sont quand même différentes aux États-Unis et en France, et ça s'explique. On n'a pas les mêmes modes de fonctionnement. Aujourd'hui, en France, on est sur le plan comptable général, les normes sont les normes IFRS, aux États-Unis, on est sur les normes US GAAP. Ce qui fait qu'aux États-Unis, un black américain sur 51 est millionnaire. Ce n'est pas le cas en France. En France, un black, des millionnaires, moi dans mon entourage, j'en connais 9. Et la moitié sont footballeurs. C'est vrai. Non, mais ça existe. Voilà. Et ça soulève la question, mais est-ce que je me permets, excuse-moi, Bien sûr. je t'ai coupé, j'en arrivais à là, est-ce que pour certaines personnes, il y a certaines personnes qui prônent le fait d'avoir, au même titre que les banques islamiques, qui soient une banque afro, qui soient des banques, qu'est-ce que tu en penses ça? Est-ce que de sectoriser, de plus passer par le CIC, le crédit mutuel, le crédit agricole, mais qui soit le crédit, je sais pas, le crédit crédit Afrique, panafricain, crédit... Mais moi je suis complètement d'accord pour ça, pour une raison simple, c'est que moi je suis pour la diversité des choses. Les banques islamiques, c'est bien, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui vous avez des gens de confession musulmane qui ne veulent pas, par exemple, entendre parler des intérêts. Donc si j'ai une banque qui peut me financer en cohérence avec mes convictions religieuses, pourquoi pas? Il y a certaines personnes africaines qui veulent investir en Afrique, mais moi, quand je vois les taux qui sont pratiqués au Sénégal, c'est des taux de 9%, 10%. Donc, si j'ai une banque africaine qui comprend les problématiques de l'investissement en Afrique, qui me permettent, moi qui vis en France, d'avoir un crédit avec une banque africaine pour aller investir au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, je signe tout de suite. Donc ça, c'est une bonne chose. Et j'appelle toutes les bonnes volontés, toutes les personnes qui ont la capacité de créer ce type de structure, de le faire, parce qu'il y a des Noirs en France qui ont envie d'investir au pays et qui ne peuvent pas faire des crédits au pays.
Et Donc, justement, ça- tu me tends la perche. Merci. Hmm. Alors, de ce qu'on comprend, la banque, globalement, à l'échelle du monde, en tout cas de l'Occident, c'est l'allié des gagnants, des volontaires qui se forment et qui ont un minimum de savoir. Sur le continent, ça semble pas vraiment être le cas. Est-ce que tu dirais que c'est plus l'allié d'une forme de néocolonialisme qui viserait à décourager, ou alors les taux prohibitifs d'intérêt seraient juste le reflet d'une absence de garantie? Ben, en fait, le taux, pourquoi c'est cher? Parce qu'aujourd'hui, si on prend par exemple au niveau des États, vous savez, les États empruntent de l'argent chaque mois pour payer leurs fonctionnaires, etc., etc. Quand tu t'appelles l'Allemagne, tu as un taux beaucoup plus faible que quand tu t'appelles la Grèce. Pourquoi? Parce que l'Allemagne, c'est la première puissance européenne. On a un pays qui fabrique, aujourd'hui, vous rentrez dans n'importe quelle maison, vous avez trouvé un tournevis ou un truc Bosch, la machine à laver Siemens, la voiture Volkswagen ou quelque chose comme ça. Ce qui fait que donc, l'Allemagne donne plus de garanties en termes de puissance économique que la Grèce qui ne fabrique pas tout ça. Eh bien, ça, on peut le mettre au niveau des personnes physiques. Donc, au niveau des personnes physiques, aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un qui emprunte de l'argent, qui vous dit, ben, j'ai un contrat d'assurance vie, il y a 1 million d'euros, je veux un crédit sur 10 ans, je gagne 15 000 euros par mois, c'est pas pareil que quelqu'un qui te dit, moi j'ai zéro, j'ai des crédits partout et je gagne 2 000 euros par mois. On est C'est d'accord, pas la même chose. on prête qu'aux riches. Non, c'est que Non, la c'est banque, pas, étant au donné contraire, que... ouais. Non, c'est-à-dire que la banque, étant donné qu'une banque va prendre un risque pour prêter de l'argent sur une durée relativement longue, parce qu'un crédit de 20 ou 25 ans, c'est très long. Donc, la banque va calculer ce qu'on appelle la prime de risque. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais la prime de risque, c'est quoi? Ben, plus une personne est sensible, c'est-à-dire j'ai un taux de défaut, la personne ne sera pas capable de me rembourser mon crédit, ben, plus je vais augmenter le taux pour compenser si jamais, au bout de 10 ans, il ne peut plus rembourser parce que son entreprise a fermé, a délocalisé ou il a perdu son travail, ben, au moins j'aurai limité ma perte. Raison pour laquelle aujourd'hui, quand tu fais un crédit au Sénégal ou en Afrique de manière générale, étant donné que c'est un continent plus pauvre que l'Europe, effectivement, tu as une prime de risque plus élevée. Quand l'Allemagne emprunte de l'argent sur le marché aujourd'hui, on a des taux aux alentours de 2% de mémoire. Quand c'est la Grèce, on multiplie par 2 ou par 3. Donc ça, on l'applique à tout le monde, qu'on soit personne physique. Et c'est pareil aussi pour les entreprises. On parlait du scoring, toutes les entreprises sont notées. Et donc, en fonction de ta note, quand tu viens emprunter de l'argent à la banque parce que tu veux acheter une nouvelle machine, en fonction de ta note, on va te donner un taux qui ne sera pas le même taux que ton voisin, alors que vous faites la même activité. Donc j'ai bien compris. Donc en résumé, en Afrique, les banques, le système bancaire n'est pas un frein au développement de l'économie. C'est plutôt les citoyens qui individuellement ne sont pas suffisamment formés, ne disposent pas de suffisamment de garanties. Tout le problème est là. Okay. Tout le problème est là parce que, encore une fois, c'est le domaine de l'éducation. Aujourd'hui, pourquoi vous avez autant de milliardaires aux États-Unis? Vous prenez un gars comme Steve Jobs, une seule personne est capable de créer une société qui vend des produits partout dans le monde avec un chiffre d'affaires qui dépasse de loin le PIB de plusieurs pays africains. Mais c'est une seule personne. Steve Jobs, quand il était dans son garage en train de créer ses petits ordinateurs, le gouvernement américain ne le connaissait pas. On l'a connu quand il a réussi. Mais donc, c'est ça qu'il faut qu'on explique aux Africains, que justement, le fait d'attendre de l'Occident ou d'ailleurs qu'on nous donne des cadeaux, des machins pour qu'on survive, il faut qu'on sorte de ça. Pour sortir de ça, il faut qu'on forme les cerveaux. Tout passe par l'éducation. Donc, si Laura a pu faire ça, c'est parce qu'elle s'est donné les moyens, d'abord en amont de l'investissement, de se former théoriquement. L'investissement, c'est comme aujourd'hui, pour devenir médecin, pour devenir notaire, pour devenir, je ne sais pas, maçon, ça ne s'improvise pas. Il y a des écoles qui nous forment pour devenir ébéniste, pour devenir menuisier, etc., etc. Et c'est seulement après cette période de formation, on a les connaissances théoriques qu'on passe à la pratique. Maintenant, ces connaissances théoriques-là, c'est ça qui manque à l'Afrique. Il faut aussi savoir qu'il y a différents niveaux, et je te laisse la parole ensuite, Laura. C'est qu'il y a différents niveaux. Il y a l'investissement en France, que Laura. Il y a l'investissement en Afrique, je pense, qui est un peu différent. Oui. Ne serait-ce que même le système bancaire et étatique, quand on se rend compte que certains systèmes, la France-Afrique, qui n'impriment pas leurs billets, qui doivent rendre des comptes chaque année à tonton France, et qui n'ont pas leur trésorerie,
qui à 80% est en France. On n'est plus du tout sur le même rapport, si tu veux. Ah non, mais ça, Dès le haut, oui. comment veux-tu qu'en bas, ensuite, on puisse se développer? Je ne veux pas non plus donner des excuses. Oui, la formation, oui, l'enseignement, oui, l'éducation financière est primordiale. Mais il faut quand même aussi se rendre compte de certaines choses qui se passent. Le franc CFA, j'ai craché dessus aujourd'hui. Je pense qu'avant le franc CFA, on en a besoin parce que tant qu'on n'aura pas les entreprises là-bas de transformation en Afrique qui développent leur monnaie, eh ben, on aura du mal. Mais il faut savoir aussi que la monnaie, elle est verrouillée là-bas sur le système bancaire et on ne peut presque rien faire parce que c'est contrôlé par encore ces accords de France-Afrique que le Mali, d'ailleurs, a dénoncé et a dit on arrête ça, stop. Voilà. Donc, mais bon, d'accord avec ça, le franc CFA, c'est un faux problème? Parce que moi, en fait, ce qui m'intéresse le plus chez l'individu, c'est surtout sa philosophie de la réussite. C'est ça qui fait l'individu. Parce que le système, il est là. Malgré ce système que tu décris, il y a quand même des milliardaires en Afrique qui ne sont pas dans la politique, qui n'ont tué personne, qui se sont faits tout seuls. Ça existe. Dans tous les pays africains, on a des gens qui ont réussi grâce au business. 64. Comment? Il y a 64 milliardaires en Afrique. 64 milliardaires. Déclarés, Et malgré, le système est là. Parce que je pense que c'est le général de Gaulle qui disait que les pays n'ont pas d'amis. Ceux qui ont leur compte en banque en Suisse, ceux qui ont des hôtels en France et qui ont encore aux États-Unis encore d'autres systèmes qui alimentent leur richesse. On parle de quoi là? Après, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, Oui. mais attends, ça tend à... J'ai envie... Non, moi, je ne visais même pas les milliardaires. Je dis juste qu'il y a en Afrique, vous avez des personnes qui sont parties de rien, qui sont issues de familles modestes et qui, malgré tout, ont réussi quand même à tirer leur épingle du jeu en investissant, etc. etc. Après, le système comme il est, ce que je disais sur le général de Gaulle, il disait que les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et c'est vrai. Et on l'a vu avec la guerre commerciale entre Donald Trump et les Chinois, entre Donald Trump qui ne voulait plus voir les voitures allemandes devant son building, parce qu'il en avait, excusez-moi du terme, un peu marre de voir l'industrie allemande dominer les voitures américaines. Donc ça montre que cette guerre, c'est effectivement entre les anciennes colonies et l'Afrique, mais aussi c'est entre puissances. On ne se fait pas de cadeaux. Mais là où moi j'insiste, c'est surtout l'individu en tant que personne humaine doit toujours, quel que soit le système, quel que soit qu'on ait un dictateur ou pas, qu'on ait une puissance derrière ou pas, se donner les moyens de se dire déjà une conviction personnelle, moi en tant qu'être humain, quoi qu'il arrive, je vais réussir. C'est d'abord ça. Et après, on peut avoir des freins, on peut nous mettre les bâtons dans les roues. Donc, au lieu de faire le projet sur 1 à 2 ans, on va peut-être mettre 20 ans ou toute une vie. Mais on va y arriver. Et c'est surtout ça qui est central pour moi. Exactement. Du coup, ouais, je veux juste revenir, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites très intéressantes, mais beaucoup de sujets sur lesquels j'aimerais rebondir, notamment quand on a parlé du scoring bancaire, etc. Donc pareil, ça c'est question d'éducation. À partir du moment où on sait qu'il y a un scoring établi, on va se préparer en amont. Comme je le dis toujours aux clients que j'accompagne, c'est investir, ça se prépare. Et donc, je suis toujours pas d'accord pour dire qu'on prête qu'aux riches. Enfin, en tout cas, la richesse, ça signifie quoi? À quel niveau? Donc, c'est subjectif. Mais une personne qui se prépare, qui gagne aujourd'hui, même avec un SMIC, elle peut mettre de côté chaque mois. Et comme je dis, j'encourage les personnes qui gagnent, même si c'est qu'un SMIC, de mettre chaque côté minimum 10% de son revenu en épargne pour justement donner confiance aux banquiers pour lever des fonds. Et après, ça va être souvent un gagnant-gagnant dans le sens où on va mettre le compte épargne dans la banque en question. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Je n'ai pas mis d'épargne dans mes projets d'investissement immobilier. On parle de, oui, le 110%, ça n'existe plus aujourd'hui, ça existe encore aux personnes qui s'en donnent les moyens, aux personnes à qui la banque va faire confiance. Donc, il y a des stratégies à mettre en place. Et une fois qu'on sait qu'il y a le scoring, on applique tout ça en amont pour se préparer à investir. Et une fois qu'on arrive face au banquier, s'il voit que le dossier il est clean, etc., Absolument. Il y a plus de chances, en tout cas, il y a 90% de chances qu'ils nous suivent. Peut-être 10%, comme tu disais tout à l'heure, par rapport aux stéréotypes, etc. Je suis tombée sur des banquiers comme ça. Et je rejoins ce que tu disais par rapport au mindset, l'état d'esprit. Si tu dis tu te mets toutes les chances de ton côté pour y arriver, c'est comme ça et pas autrement. J'ai eu, pour le 3e projet, j'ai dû faire plus d'une 20aine de banques. C'était sur un projet assez ambitieux, parce que c'était un projet qui était vraiment au-delà de ma capacité d'emprunt. Mais vu que j'avais déjà les premiers investissements, que les preuves étaient là sur la rentabilité et que c'était juste, je dupliquais en fait ce projet.
Donc j'ai dû tomber sur un banquier qui croyait en mon projet simplement parce que j'ai fait plusieurs banques. Il y en a beaucoup qui m'ont rigolé au nez. Hein. Il y a même un banquier une fois, je suis arrivée devant lui, il m'a dit mais vous croyez vraiment que vous gagnez un salaire de pilote de ligne là, pour demander un prêt comme ça? Quand il m'a dit ça, franchement, je suis sortie du bureau. J'étais même pas découragée. Il a voulu. Ah oui, il a voulu me décourager, mais en fait, il projetait sa propre peur. En fait, il faut pas oublier que ce sont des humains. Et donc, en fait, humains, donc oui, s'il y a du racisme, bah forcément, ça va peut-être se ressentir. Il ne voudra pas financer. S'ils ont peur, comme il a fait avec moi, il m'a dit, mais vous vous rendez compte, vous allez avoir tant de mensualités à rembourser. Si jamais les locataires ne payent pas, comment ça se passe, etc. En gros, il projetait vraiment toutes ses peurs sur moi. Donc j'ai dit, bon, bah, c'est pas grave. Dès qu'il m'a dit cette phrase, là, je suis sortie, mais en furie. Je me suis dit, mais je vais vraiment trouver un prêt ailleurs. Si c'est pas lui qui me finance, ce sera quelqu'un d'autre. De toute façon, parce que moi, j'étais déterminée. Je savais que j'allais obtenir le financement. Et au final, j'ai trouvé 2 banques qui m'ont suivie parce qu'elles ont cru au projet, parce que j'ai présenté un bon business plan, parce qu'elles ont vu que le modèle était une duplication de ce que j'avais déjà, et parce que tout simplement, elles ont cru en mon projet, elles m'ont fait confiance. Est-ce qu'une bouteille de champagne et un repas, ça peut faciliter un prêt? Forcément, mais après, j'ai même pas utilisé ces stratégies-là. C'est juste que je suis arrivée avec un modèle que j'avais. Il suffit d'expliquer aussi la chose quand on va solliciter un prêt avec parce que moi, je faisais prêt plus travaux pour que tout soit vraiment financé. Et donc, quand je demande, je sais pas moi, 50 000, 60 000 euros de travaux, si on demande comme ça dans le vent, le banquier va dire mais c'est un peu beaucoup, je vais peut-être pas vous donner tout ça. Mais si on arrive justement avec le business plan, le avant-après, la projection de ce qu'on veut mettre en place, il y a le discours, avoir le langage du banquier aussi, c'est important de savoir et de le jargon. Voilà, exactement, de maîtriser tout ça avant d'aller se présenter face au banquier. C'est ce qui va justement donner confiance au banquier et faire en sorte qu'ils nous suivent. C'est un sujet qui me passionne et j'ajouterais juste, il y a des banques, il faut le dire aussi à ceux qui nous écoutent, il y a des banques qui ont on appelle ça la délégation, si je ne me trompe pas. Ce qui veut dire que la banque, c'est le directeur de la banque en lui-même qui peut donner de son propre chef des prêts. Ça fait qu'on est face à l'humain et je me suis vu parfois, moi, je vais dire franchement, j'espère qu'il ne regarde pas, mais un repas, une bouteille de champagne, 2-3 cadeaux chaque année. Au début, non, mais un petit cadeau pour l'enfant, pour son fils, sa fille, chaque début d'année, tu sais, avec la même de base, la tasse avec son prénom, le truc de base. T'arrives, ça fait plaisir. T'arrives, tu parles même plus. Vos banquiers. Non, mais tu sais quoi? C'est une banquière et je donnerai pas son nom de la communauté qui était directrice de banque, qui m'a dit aujourd'hui, Philippe. C'est une relation, c'est un partenaire que tu dois avoir. Et parfois, il faut le conseiller, il faut le chanter, aller sur des banques qui ont la délégation CIC, Crédit Mutuel. Donc, c'est des... Alors, ça, ce que tu dis, c'est important parce qu'il faut juste comprendre qu'il y a des banques régionales et il y a des banques internationales. Donc, la capacité que la banque régionale a en termes de prise de décision, la banque internationale ne l'a pas. Du coup, sur certains dossiers, il faut remonter dans la hiérarchie pour avoir une décision qui... Tu peux être à Rennes et avoir le décideur qui est à Paris. Alors que dans la banque locale, tout se passe au niveau local. C'est plus humain. Moi, je reste dans ma ville. Moi, j'ai déjà... Après, je viserai l'international. Avant de clôturer avec une ultime question, est-ce que vous croyez aux vertus du microcrédit, rapidement? Alors, moi, personnellement, parce que j'ai lu un magnifique livre sur Mohamed Younous, qui est effectivement à l'origine de ça. L'investisseur, pour moi, ma philosophie de l'investissement, c'est toujours avoir une vision long terme. Parce que les gens veulent s'enrichir vite, tout de suite, sans effort. Et ça n'existe pas. Moi, de ce que j'ai vu, parce que ce que je raconte dans le livre, je le mets aussi en place pour moi à titre personnel, on s'enrichit dans le temps. C'est ça la réalité. On s'enrichit dans le temps. Du coup, le microcrédit, si ça peut aider à financer, se lancer, pour impulser, justement pour impulser, pourquoi pas? Parce que quand on regarde, par exemple, en Afrique, le microcrédit, les tontines, etc., il y a beaucoup de femmes qui rentrent dans les tontines. Quand ils récupèrent l'argent, ce n'est pas pour investir, c'est pour marier leur enfant ou le baptême, ce genre de choses. Donc, ça, ce n'est pas bon. Et ce que disait Laura par rapport à la préparation en amont, c'est ce que je dis dans le bouquin, un crédit immobilier, c'est un mariage royal. Ça se prépare longtemps à l'avance. Pourquoi? Belle formule. Non, mais c'est exactement ça, parce que ce qu'on regarde, ce qu'on constate aujourd'hui, les taux ont augmenté. Aujourd'hui, on finance aux alentours de 4,5%, 5%. Ce qui fait que donc... Synthétique, pardon de couper. Oui.
Donc, juste De toute pour façon, expliquer rapidement, Ils liront. voilà, tout est dedans. Voilà. hein. T'es dedans, ouais. Ils liront cette puis, Vraiment. Si je lis ce bouquin, donc je peux devenir riche. C'est comme le titre l'indique alors. la science de l'argent. Ben, sincèrement, pour te dire, hein, parce que j'ai eu énormément de retours de gens qui l'ont lu, hein, celui qui applique méthodiquement et patiemment ce que je raconte dans ce livre sera tôt ou tard riche. C'est Oula. une question de temps. Donne-moi ça. Donne-moi. C'est une question de temps. Ok. En tout cas, si je peux me permettre, Oui. ce que moi j'apprécie énormément autour de la table, c'est tout ce qu'ils ont dit, c'est exactement ça. On a parlé de confiance, on a parlé de préparation, de structuration. C'est 3 éléments que je retiens, 3 éléments que j'applique au quotidien, que je fais appliquer. Et en fait, ça ne peut que fonctionner. Très bien. Ah, je voulais juste donner la parole à Ibrahima parce qu'effectivement, on a parlé d'appartements qui sont vraiment plus proches, très proches de nos auditeurs. On a parlé du banquier aussi. Et j'aurais aimé avoir effectivement son sentiment parce que je connais Ibrahima. Là, par contre, on peut à ce niveau-là peut-être décrocher de l'audience parce que là, on est presque en bourse. Ouais. Tu as fait des entrées en bourse. Ouais, j'en ai fait. À quel niveau? Euh, Donne Comme- les chiffres. Donne. comme tu sais, c'est assez confidentiel. Ah, À peu près, une fourchette. En tout cas, on est sur des montants qui... Des PIB. Non, peut-être pas des PIB. Laisse- il va lâcher, laisse. Non, des centaines Ok. centaines de millions. Et effectivement, aujourd'hui, moi, l'un de mes objectifs, comme j'ai dit, et on s'en est parlé, c'est d'accompagner des porteurs de projets de la diversité en bourse. Et je parle pas de Euronext. D'accord. Et quand on est à des centaines de millions d'euros, est-ce que les relations avec les banques sont les mêmes que quand on est à 60 000, 50 000? Anecdote. Ah, Petite anecdote. Mon banquier m'a appelé il y a 2 mois et m'a dit... oui. Ouais. Mon banquier m'a appelé il y a 2 mois et m'a dit faut que je vous voie. J'y vais. Et il me dit je suis désolé, je ne savais pas qui vous étiez. J'ai dit qui j'étais, qui je suis, comment ça. Il me dit maintenant on s'en est rendu compte parce que au guichet il y avait une personne de la diversité qui venait d'arriver en stage. Et donc à ce moment-là, elle m'a reconnu parce qu'elle était sur LinkedIn. Et on a parlé à son conseiller, qu'on a parlé au directeur. Et donc, dans cette banque-là, le traitement est différent. Ta réputation t'a précédé. D'accord. Voilà. On aurait pu, c'était tellement intéressant. J'espère que chacun en a pris de la graine. Si ce n'est pas le cas, séance de rattrapage. J'ai pris un, Courage. j'ai commandé, je dirais avec attention, et je trouve des propos hyper intéressants, même en termes de gestion de risque. Par contre, je reviens sur ce que je dis, on ne prête qu'aux riches. Après, tout est savoir de quelle richesse on parle. Il y a la Ouais, richesse c'est financière, il y a la richesse Après, en moi, je termes dirais juste, on de prête connaissances. désolé, Non. j'ai coupé, mais à ceux qui savent gérer leur argent, Mais pas est-ce, forcément aux riches. mais est-ce que riche, c'est Et forcément tout est riche subjectif. Voilà, en fait, financièrement. c'est c'est ça, c'est subjectif. multiforme, c'est multiforme. C'est multiforme. Voilà, il y a beaucoup à dire. Merci pour vraiment ce sujet que vous avez abordé, non seulement par votre parcours personnel, mais surtout par votre envie de transmettre. J'espère que vous allez poursuivre dans cet effort. Bon, ça c'est le cas, mais chacun d'entre vous va s'investir et investir de son temps dans les écoles, dans la transmission, dans les formations. C'est ce qu'il nous faut, c'est ce qui nous manque, notamment pour briser ce cercle vicieux, ce mindset là de la victimisation qui est là, c'est très présent dans l'espace francophone. Vous nous offrez de l'espoir et rien que pour ça, vraiment mille merci. Alors, comme vous avez pu le constater, les funérailles des tabous, voilà comment ça fonctionne. On n'a pas la prétention d'aborder de façon exhaustive les sujets. Néanmoins, avec notre part, on les met sur la table et avec l'intervention de spécialistes, de personnes qui incarnent sur le terrain de façon concrète tel ou tel succès, telle ou telle expérience, eh bien, on essaye de faire avancer la communauté en partant du principe que tout seul, on va vite, mais c'est ensemble que l'on va loin. Mais c'est surtout ensemble autour d'une table que l'on va loin et au-dessus de notre émotion, au-dessus de notre passivité, là où nous attend notre épanouissement collectif. Les funérailles des tabous, c'est votre émission. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de répondre présent. L'aventure ne fait que commencer. À très bientôt. Au nom de toute l'équipe des funérailles du tabou, je vous remercie d'avoir suivi attentivement cet épisode en espérant qu'il aura mis du grain à moudre au moulin de votre réflexion. Comme vous le savez, notre communauté fait face à un certain nombre de défis, aux allures de déficit. Nous pâtissons, ayons le courage de le dire, d'un déficit entrepreneurial. Nous sommes plus des consommateurs que des acteurs économiques. Où sont nos entreprises dignes de ce nom ? On se rend à Château Rouge, à Château d'Eau, on s'aperçoit que les magasins qui vendent nos produits ne sont pas vendus par nous-mêmes, mais par d'autres. Et s'agissant du terrain organisationnel,
c'est un secret de polichinelle, nous ne sommes pas encore au rendez-vous de l'excellence en la matière. Ou même encore, déficit d'ordre culturel. Où sont nos journalistes, nos historiens de nouvelle génération qui peuvent transmettre le sens de la dignité aux prochaines générations? Qu'est-ce que ça donne comme conséquence? Ça donne une communauté parfois enchaînée ad vitam aeternam au HLM, à l'assistanat. Pire, psychologiquement enfoncée dans une forme de victimisation. Et il se trouve, et Dieu merci, que notre communauté regorge de personnalités ici ou là qui ont une expertise à faire valoir et à mettre au service des nôtres afin de tordre ce déficit et d'engager cette renaissance par l'excellence. Si vous voulez être des acteurs du changement de votre vie, quand on sait que ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union des forts qui fait la force de l'union, si vous voulez être fort, eh bien, nous avons concocté des vidéos. Mais ce ne sont pas des vidéos de divertissement, ce sont des vidéos qui vous donneront des clés pour vous permettre de faire face à ces défis. Des clés sur le terrain entrepreneurial. Comment réussir à tenir le coup et à avancer avec succès sur ce terrain-là. Des clés sur le terrain culturel. Comment réussir à maîtriser votre logos, à bien vous exprimer, à mettre en avant sur des terrains intellectuels. Des clés d'ordre organisationnel. Comment parvenir à être structuré efficacement et à répondre aux défis que cela impose. Eh bien, c'est simple. Il vous suffit de cliquer dans la barre de description où vous y attendent des vidéos 100% gratuites. Mais gardez bien en tête que gratuité ne rime pas avec médiocrité. Bien au contraire. Mais la vraie question que vous devez vous poser, c'est: êtes-vous prêt à devenir les acteurs de votre destin et non plus simplement les spectateurs? Je vous laisse la réponse.